Le grand entretien avec Nicolas Borgis, qui est Managing Director de Emakina. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Emakina? Emakina, c'est une agence digitale. Alors je sais que ça veut pas dire grand-chose. Ce qui nous obsède, c'est d'aider nos clients à mieux servir leurs clients en leur permettant de concevoir, de réaliser et puis ensuite d'opérer des expériences digitales qui soient le plus proches des usages attendus. Alors comment exercez-vous ce métier? De différentes façons. On est présent dans beaucoup d'endroits, donc on accompagne des groupes de toute taille. On accompagne des sociétés françaises qui sont en fort développement, comme des groupes internationaux. On n'est pas spécialiste d'un secteur d'activité. On travaille aussi bien dans l'univers du luxe que dans l'univers du sport, dans l'univers du B2B ou pour des marques très connues des grands consommateurs. Et ce qui va nous obséder, c'est de repartir des usages, d'essayer de comprendre ce que les consommateurs ou ce que les clients de nos clients attendent et exigent aujourd'hui pour concevoir, puis réaliser, puis ensuite opérer ce qu'il est convenu d'appeler des expériences qui soient les plus efficaces possibles. Quelle est la vision de votre entreprise? La vision de notre entreprise, ce qu'on aime bien dire, c'est que nos clients sont les clients de nos clients. Nous ne travaillons pas pour nos clients, mais pour leurs clients. Donc ce qu'on va privilégier avant tout, c'est le fait que vous, client d'une marque, vous serez satisfait par l'expérience que cette marque vous proposera grâce au travail que nous avons fait. C'est ça qui nous obsède au quotidien. Et comment faites-vous alors pour me convaincre? Écoutez, on essaye, donc on travaille de différentes façons. D'abord en amont sur de la conception, ce qu'il est convenu d'appeler le design. On repart des usages, on essaye de comprendre quels sont les irritants, qu'est-ce qu'attendent les consommateurs, pour faire en sorte qu'on ne se trompe pas. On essaye de mesurer tout ce qui est mesurable en termes de données, aussi pour voir que tout ce que nous mettons en œuvre, eh bien, c'est mieux après qu'avant. Parce que si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas quantifier l'impact. On fait des focus group, c'est-à-dire qu'on va interviewer un certain nombre de consommateurs pour comprendre quelles sont leurs attentes. Une fois qu'on a la clarté à ce niveau-là, on mobilise des expertises, essentiellement des expertises technologiques sur différents sujets, pour pouvoir donner vie à ces expériences de différentes façons, encore une fois. Et ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où ces plateformes, ces services, ces applications mobiles sont entre les mains des consommateurs, mais en fait, ça se passe rarement comme on l'a prévu. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on fait en amont, c'est ce qui rend le travail intéressant. L'être humain est parfois imprévisible, les usages changent, et donc il faut qu'en permanence, on vienne corriger le tir pour faire en sorte que ce qui était vrai il y a 6 mois soit encore vrai aujourd'hui. L'exemple que tout le monde comprendra, c'est le Covid qui n'était pas prévu et l'impact sur les usages. Aujourd'hui, on a tous des comportements qui, pour certains, ont radicalement changé par rapport à ce qu'on faisait ou ce qu'on attendait. Ça, vous l'avez perçu, analysé, quantifié, et ça a changé la donne pour vos clients et pour les clients des clients? Complètement. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, dans l'univers du retail, on travaille avec un certain nombre de marques, de distributeurs que tout le monde connaît. Eh bien, avant, vous aviez ce qu'on appelle un trafic magasin qui était assez établi. Aujourd'hui, tout le monde, universellement, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, constate que les consommateurs ne reviennent pas en boutique comme ils le faisaient avant, à la fois en termes de volume, mais même les raisons pour lesquelles ils viennent en boutique ne sont pas les mêmes. Et donc il faut que nos clients, ces marques, soient capables d'anticiper ça et de répondre à leurs attentes. Je vais commencer ma recherche sur Internet, je vais parfois réserver des produits sur Internet, je vais vouloir aller en boutique parce que je sais qu'ils sont disponibles, peut-être pour les tester, finalement décider de ne pas les acheter, ou au contraire les prendre et profiter du fait d'être en boutique pour avoir du service. C'est beaucoup plus répandu aujourd'hui que ça ne l'était il y a 2 ou 3 ans. Dans un autre univers, qui est par exemple celui du sport, on voit que la relation entre un club et son équipementier, eh bien, qui historiquement était très intuitu personné, quelque chose qui se passait, on va dire, exclusivement dans le monde physique. Aujourd'hui, vous avez, grâce au digital, la possibilité de mieux servir un certain nombre de clubs, de répondre plus vite à leurs attentes, de pouvoir, ce qui mettait peut-être 2 mois avant, on va dire 1 mois, allez, 1 mois, peut aujourd'hui être fait en 4 jours. Et donc forcément, ça y est, vous avez une valeur d'usage pour ces entreprises-là qui est énorme. C'est ça qui nous obsède. Très bien. Vous venez d'être racheté par un groupe américain. Qu'est-ce que ça change dans un très grand groupe, hein? Alors effectivement, on était un groupe européen, 1200 personnes avec une colonne vertébrale du nord au sud de l'Europe. On est aujourd'hui, depuis la fin 2021, on appartient au groupe EPAM, peu connu en Europe, très connu aux États-Unis, 60 000 personnes dans 45 pays.
Donc c'est un véritable changement d'échelle. Ce qui est très intéressant, c'est que nos cultures sont très très proches. Ce sont des cultures d'entrepreneurs, évidemment axées autour du digital. Comment est-ce que je rends service à mes clients grâce à ce que la technologie permet. Et puis on avait deux types de complémentarité. Une première complémentarité géographique, EPAM est très fort en Amérique du Nord et en Asie. Nous étions forts en Europe. Donc là, on se complète. Et la deuxième chose, c'est que EPAM vient ajouter à nos compétences un certain nombre d'expertises technologiques que nous ne possédions pas. Je vais prendre des exemples concrets. On parle beaucoup aujourd'hui de Web3, de métavers, de blockchain, de cybersécurité dans un contexte de guerre à nos portes. Eh bien, toutes ces compétences-là que nous ne possédions pas, on est capable aujourd'hui de les mobiliser parce qu'elles existent au sein des 60 000 personnes qui composent du coup Emakina EPAM. Donc enchaînement normal avec les chiffres de votre société, avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Emakina France a été créée en 1997. Aujourd'hui, l'agence de digital business collabore avec plus de 100 personnes réparties partout en France. En novembre 2021, Emakina Group a été racheté par EPAM, une société américaine. Avec plus de 61 000 collaborateurs répartis dans 45 pays, ce rachat permet à Emakina de proposer à l'ensemble de ses clients un accompagnement local avec des capacités de production décuplées et un accès facilité à des expertises de pointe. Emakina a enregistré une croissance de 40% sur les 3 dernières années et EPAM a réalisé un chiffre d'affaires en 2021 de 3,758 milliards de dollars pour une croissance de plus 41,3% par rapport à 2020. Donc Virginie vient de confirmer tout ce que vous avez dit et notamment votre croissance de 40% en 3 ans. Effectivement, on a une belle croissance, alors qui est portée par l'évolution des usages, qui est portée par l'accélération du digital. Ce qui est, si vous me permettez de faire un commentaire, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'EPAM, qui est une société cotée, a publié ses chiffres pour le premier trimestre de cette année, donc de l'année 2022. Et malgré les événements en Ukraine, malgré les perturbations qui ont pesé sur un certain nombre de nos clients, a confirmé 50% de croissance par rapport à l'année dernière, ce qui est assez remarquable. Alors, qu'est-ce que User Experience Platform ? Alors, en bon français, la User Experience Platform, c'est la plateforme d'expérience utilisateur. C'est une méthodologie que nous avons développée au cours de ces quelques années qui nous permet d'accompagner nos clients pour faire en sorte qu'on puisse remettre systématiquement leurs clients, leurs partenaires, leurs utilisateurs, on peut prendre le terme qui convient le mieux, au centre. Et le mettre au centre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se poser les bonnes questions. Et notamment, quel est le contrat que je veux passer entre moi, marque, distributeur, entreprise, et mes utilisateurs, mes consommateurs. Nike, on en parlait tout à l'heure, tout le monde connaît leur motto qui est « Si vous avez un corps, vous êtes un athlète ». Mais une fois que vous dites ça, comment est-ce que vous le transcrivez au travers de tous les points de contact, de toutes les interactions qu'un consommateur peut avoir avec la marque. Que ce soit dans une boutique opérée par Nike, que ce soit dans une boutique qui n'est pas opérée par Nike, que ce soit en regardant une pub à l'occasion du Super Bowl, ou que ce soit en téléchargeant une application mobile. C'est la cohérence d'ensemble au travers de ces différents points de contact qui fait la puissance d'une marque. Et aujourd'hui, plus que jamais, tous les consommateurs regardent cette cohérence. Pour des sociétés ou des entreprises qui sont assez importante, assez développée. C'est très compliqué, notamment en raison d'effets silos, de garantir en fait cette cohérence sur l'ensemble des points de contact. Et c'est ce qui va nuire, in fine, à l'expérience que vous apportez aux consommateurs, cette fameuse user experience. Qui sont vos clients ? Alors, on a des clients de toute taille, de toute nature. On n'est pas spécialiste d'un secteur d'activité, donc on ne travaille pas peut-être avec certains secteurs qui sont naturellement spécialisés ou très réglementés, parce qu'on n'a pas cette expertise. On croit beaucoup à la diversité. Donc quand on va accompagner un fabricant automobile qui se pose des questions sur l'intérêt demain des concessions, puisque ça embête les gens d'aller en concession, et pourtant c'est un achat qui reste conséquent, eh bien on se rend compte que certaines des attentes des consommateurs sont probablement similaires à ce que vivent les banques. Les gens n'ont plus envie d'aller voir leur banquier, ou alors de manière exceptionnelle. Et donc en fait on est capable de faire des ponts entre ces différentes problématiques. Pourquoi ? Puisque à la fin, on reste sur des valeurs d'usage pour les consommateurs. On travaille aussi bien avec des marques que tout le monde connaît, j'ai cité Nike notamment, mais aussi avec des industriels dont personne n'a jamais entendu le nom et qui néanmoins ont besoin de bénéficier du digital pour accélérer leur business. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme maintenant que vous êtes dans ce grand groupe ?
de pouvoir mettre en œuvre ces synergies, de pouvoir accompagner beaucoup plus et beaucoup mieux nos clients, à la fois depuis l'Europe vers l'international, notamment pour ceux qui souhaitent se développer, mais aussi nos clients internationaux qui souhaitent accélérer en Europe et notamment en France, en étant capable de mobiliser un spectre d'expertise sans commune mesure avec ce qu'on pouvait faire à l'échelle du groupe, c'est-à-dire, encore une fois, 1200 personnes, 60 000. Merci beaucoup, Nicolas Borges. Merci.